de conscience de l'unité de l'humanité. Un progrès dans la réalisation des idées de la raison sera corrélatif à l'ébranlement de l'autorité des cultures nationales et à la baisse de leur crédit. La pensée, conduite par la raison, ne peut aboutir qu'à la conception d'une civilisation une et générale. Les normes spirituelles qu'elle établit s'adressent aux personnes en tant que citoyens de l'humanité et non citoyens nationaux. Cependant, comme membres appartenant de fait à des communautés nationales, elles comprennent que leur rôle est de faire contribuer celle-ci à la formation d'une civilisation mondiale. Dans ce processus, les talents particuliers, propres à ces communautés, se manifesteront sans pour autant nuire à l'unité de la civilisation, bien au contraire. Plus la vie spirituelle d'un peuple est riche, mieux elle entrera, avec tous ses traits particuliers, dans le creuset de la civilisation générale. Plus vives les couleurs du spectre, plus intense la clarté de la lumière blanche qui les unit toutes. La théorie selon laquelle les races et les peuples possèdent des cultures spécifiques qu'ils doivent protéger ne résiste ni à l'ethnologie ni à la science historique. La première nous apprend que les différences de races, telles qu'on les expose aujourd'hui, n'existent tout simplement pas. Tant les connaissances historiques que la mensuration des crânes montrent que les peuples européens, porteurs de différentes cultures, sont le résultat des plus étonnants brassages de populations. Aucun ne révèle de caractère absolument unique ou pur. Même la distinction faite communément entre les races latines et les races germaniques manque de fondement. Ce que nous prenons pour une différence des dispositions raciales est en réalité le produit d'événements et de situations, origine politique, appartenance religieuse, historiquement récents. Les peuples européens, qui, héritiers du monde gréco-romain, sont entrés ensemble dans le Moyen-Âge et ont vécu successivement à un rythme rapide les époques de la Renaissance, des Lumières, de la philosophie moderne, constituent ensemble, ainsi que leurs prolongements coloniaux dans d'autres parties du monde, une unité indivisible de civilisation. Si entre eux, des différences culturelles ont été de plus en plus marquées et manifestées ces derniers temps, cela tient à un affaiblissement de la civilisation avant tout. Quand la mer reflue, apparaissent sur la plage des dénivellations, des crevasses que le flux recouvrait et cachait. Une preuve que les peuples de la civilisation historique mondiale sont spirituellement apparentés, c'est qu'ils subissent ensemble le même processus de décadence. Au nom des idées de la raison, qui posent les conditions de la civilisation et de son renouveau, les cultures nationales, engagées dans un processus de régénération et qui veulent exporter leur culture, se verront soumises à une critique sans concession. Car la réactualisation des idées de la raison n'est possible que si, au préalable, s'impose la conviction que le maintien de nos conceptions et de nos organisations est une position tout simplement insoutenable. C'est un sentiment semblable qu'ont dû éprouver les maîtres penseurs de la Renaissance et des Lumières. C'est sous la pression de la nécessité qu'ils trouvèrent en eux le courage de penser et la volonté de changer le monde en lui insufflant de nouvelles idées. Si nous ne faisons pas nous-mêmes l'expérience d'un dilemme analogue, ou bien changer, ou bien dépérir, nous serons incapables de reprendre et de poursuivre le travail de l'esprit que les hommes de la Renaissance et des Lumières avaient initié. Le mélange trouble d'optimisme et de pessimisme qui imprègne l'esprit de notre temps, le second dominant le premier, ne résulte pas de connaissances acquises qui s'imposeraient à tout esprit lucide sur les phénomènes de l'univers et en particulier le phénomène humain, mais il provient plutôt d'une carence de la pensée. Il sera surmonté dans la mesure où se manifestera parmi nous une volonté qui sous-tende les idéaux de la raison. Alors la voie s'ouvrira pour une conception du monde optimiste et on pourra reprendre et faire progresser le travail de la civilisation. Mais
Ceux qui savent que la formation d'une telle volonté est la grande tâche qui nous attend, ne peuvent autrement que se donner le droit de détruire les semi-idéaux que renferme le pessimisme masqué. Ils ont pour mission de démolir, sans aucune espèce de piété, les anciens temples, pour préparer la construction des nouveaux. Toute forme de compréhension et d'indulgence devra reculer devant la nécessité de prendre conscience de l'absolue impossibilité de conserver les actuelles dispositions spirituelles et politiques. Cette prise de conscience est un préalable à la sortie de la décadence et à l'indispensable régénération. 1916. Et